Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale concernant une stratégie dividende mensuelle. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche, les 5 essentiels et les 3 supplémentaires concernant les dividendes, et nous allons remplir le tableau qui est ici avec la validation des critères qui se trouve ici en haut à droite. Plus les critères seront invalidés, plus nous allons aller vers du rouge, et plus ils seront valides, plus nous irons vers du vert. Mais tout d'abord, commençons par détailler cette stratégie à dividende mensuelle. Et dans cette stratégie à dividende mensuel, vous commencez tout d'abord par définir vos objectifs. Les objectifs d'une stratégie à dividende, c'est d'obtenir une rente, des revenus réguliers et de pouvoir réinvestir sans vendre. Ça, c'est global, commun à toutes les stratégies à dividende. Mais en plus, là, vous allez rajouter pour cette stratégie à dividende mensuelle le fait d'obtenir des revenus équivalents chaque mois et d'avoir une gestion des finances qui est facilitée. C'est ce que vous recherchez avec ça. Attention tout de même avec cette stratégie, il y a toujours des points d'attention. Dans les points d'attention, il y en a plusieurs, vous en avez 3 qui sont communs à toutes ces stratégies à dividende, donc la performance et le cours de bourse qui est à faire attention, car effectivement, vous allez prendre de la valeur de l'entreprise en retirant ce dividende, en le donnant aux actionnaires, et donc il faut faire attention à ce que l'entreprise continue à créer de la valeur, à pouvoir réinvestir, à pouvoir faire tout ça. Vous allez avoir la pérennité du dividende, puisque ce dividende, effectivement, c'est pas parce qu'une année, une entreprise a versé un dividende aux actionnaires qu'elle est obligée de en verser à vive aeternam. Donc attention à cette pérennité. Et la capacité de distribution de la société va revenir avec ce qu'on a dit un peu avant. Il faut s'assurer qu'effectivement, ce dividende puisse être versé et que la société va continuer à le verser avec, du coup, c'est pour ça que nous regardons notamment le ratio de distribution ici, qui est important pour savoir à quel point l'entreprise fait attention à sa santé financière et ne s'endette pas pour verser des dividendes aux actionnaires. En plus de ça, du coup, si on prend les caractéristiques pour une stratégie à dividende mensuel, ce qu'on va avoir comme point d'attention qui vont apparaître en plus, c'est le fait que chaque mois, il y a une proportion inégale de sociétés qui versent un dividende. Donc effectivement, dans vos choix de société, vous allez vous retrouver avec moins de sociétés convenables sur un mois. Donc par exemple, sur le mois de janvier, si vous avez très peu de sociétés, il faut faire attention parce que du coup, elles vont peut-être pas vous plaire, elles vont peut-être pas correspondre à vos critères. Et donc du coup, c'est quand même des points d'attention à faire parce que peut-être que dans votre choix de stratégie à dividende mensuel, il faut privilégier de se dire pendant un mois je ne reçois pas de dividende parce que j'ai pas trouvé, ou je reçois moins de dividendes parce que je n'ai pas trouvé suffisamment de sociétés qui m'intéressent par rapport à mes critères. Et la dernière chose à faire attention, c'est la variabilité de la date de paiement du dividende. Alors soit vous pouvez vous baser sur la date de paiement du dividende, soit vous basez sur la date de détachement du dividende. Mais si vous voulez des revenus, c'est surtout la date de paiement du dividende. Et ça, sachez que la société, elle peut la modifier. Ça arrive régulièrement, on le voit. Donc du coup, il faut faire attention aussi à ça. Bien entendu, après, en dernier lieu, vous avez toujours des choix stratégiques à faire et à définir, et ça c'est valable un peu pour toutes les stratégies, que ce soit à dividende et même pas que. Est-ce que vous partez sur du dollar cost averaging, c'est-à-dire verser régulièrement des montants qui eux aussi varient assez peu généralement, après tout ça dépend de votre stratégie, mais en tout cas moyenner, on va dire, que ça soit à la baisse ou à la hausse, peu importe ce que font les cours des actions. Est-ce que vous jouez un peu sur le timing, c'est-à-dire que vous pouvez être sur une stratégie globale DCA sur votre portefeuille, mais jouer sur le timing des entreprises et investir selon des critères sur les entreprises qui sont soit en train de rebondir, soit celles qui ont effectivement moins performé parce que vous estimez que vous allez avoir un prix d'achat qui va être plus faible sur ces valeurs. À vous de voir, où vous pouvez virer cette partie timing et juste faire du dollar cost averaging sur toutes vos actions. Et vous pouvez aussi, d'un point de vue timing, faire en sorte que les dividendes reçus par l'entreprise le mois d'avant arrivent sur l'entreprise qui va verser le mois d'après, et ainsi de suite. Et comme ça, vous réfléchissez pas, c'est de mois après mois que vous investissez sur les entreprises. Voilà. Toute stratégie, tout choix à faire, il y en a plein ici. La durée de vos investissements, bien sûr, privilégiez du long terme au niveau de votre vision globale, mais bien sûr, si vous partez sur du timing ou si vous partez sur des critères d'achat, de vente, il est intéressant effectivement de pouvoir supprimer en fonction des points d'attention et des critères que vous avez, des sociétés qui ne correspondraient plus à votre stratégie à dividende mensuel. Et donc, par contre, au niveau global de votre portefeuille, je vous conseille largement une durée d'investissement long terme.
Le PEA, le CTO, est-ce que vous voulez investir que sur des entreprises dont les sièges sociaux sont dans l'Union européenne, ou est-ce que vous pouvez partir du côté des États-Unis normalement avec un CTO? Attention, le CTO, si vous faites des achats-reventes et même sur les dividendes, vous allez payer plus d'impôts que sur PEA ou sur PEA. Tant que vous ne retirez pas d'argent de votre PEA, il n'y a pas d'impôt qui est appliqué. Bien sûr, après, il y a les impôts à la source selon les pays qui versent les dividendes, mais sur le PEA, ce sera que les 17,2% quand vous retirez, alors que sur CTO, c'est les 30% d'imposition. Et enfin, vous allez arriver avec les critères, ça va avec les critères dont on a parlé avant, la sélection d'achat et d'ETF. Alors j'ai mis quand même les ETF ici, je vous avoue qu'il en existe de plus en plus et que je n'ai pas regardé s'il y en a qui répondent soit à une stratégie comme ça, soit à une stratégie de versement d'un dividende sur un mois en particulier. Je ne pense pas trop que vous pouvez faire cette telle stratégie avec des ETF, mais néanmoins, ça peut toujours être intéressant d'investir dans des ETF, au moins pour une autre stratégie. Mais là, c'est surtout une sélection d'actions, et pensez bien à vos critères de sélection d'actions et aussi de diversification. Diversification, c'est est-ce que vous prenez une seule entreprise par mois, 2 entreprises par mois, plus autres critères. Tout ça, c'est à définir. Pour trouver les actions du jour, je suis reparti sur le calendrier des dividendes pour les actions de la semaine prochaine, et comme on a vu qu'il n'y en avait pas beaucoup du côté de l'Europe, eh bien j'ai rajouté dans les filtres les États-Unis. Et du coup, on sort du PEA forcément, si on veut être sur les États-Unis, pour aller vers du CTO. Je suis resté sur les entreprises qui sont dites importantes dans cette liste. Une fois que nous avons la liste, eh bien les entreprises importantes, il y en a plein aux États-Unis, puisque vous savez que aux États-Unis, les dividendes sont souvent trimestriels, et donc ils sont versés 4 fois par an, et donc du coup, cela fait souvent beaucoup plus d'entreprises qui versent des dividendes. En tout cas sur une période. Et du coup, eh bien, j'ai été prendre les plus grosses sociétés, les plus grosses capitalisations, et donc aujourd'hui, nous allons voir Home Depot qui a une date de détachement au 31/08, donc au 31 août de son dividende pour un paiement mi-septembre, et ensuite nous verrons Bank of America et PepsiCo qui sont ici et qui ont tous les deux une date de détachement au 1er septembre et qui versent fin septembre. Alors c'est parti pour Home Depot. Home Depot, c'est une entreprise de distribution américaine pour l'équipement de la maison, bricolage, jardinage et ainsi de suite. The Home Depot, c'est le numéro 1 mondial de la distribution de détail et de produits de rénovation résidentielle. La commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2287 magasins, dont vous voyez 1981 sont aux États-Unis, donc principalement aux États-Unis, ensuite au Canada et au Mexique. La date de création de The Home Depot, c'est 1978, donc ça fait déjà bien longtemps que la société est en place, et vous voyez les effectifs, ils sont énormes. En 2019, ils étaient de 413 000 personnes. Allons voir un peu plus en détail sur la société. Pour ce numéro 1 mondial de la distribution de produits de rénovation résidentielle, le chiffre d'affaires par famille de produits, le voici. En premier, on trouve les matériaux de construction, produits électriques, d'éclairage, de menuiserie et de plomberie pour un peu plus d'un tiers. Ensuite, on trouve les appareils électroménagers, les produits de décoration et de rangement, les revêtements de sol, peinture et produits de cuisine et de salle de bain pour un peu moins d'un tiers cette fois-ci. Et en troisième, les produits de quincaillerie, de bricolage et accessoires de jardin pour là aussi un peu moins d'un tiers. Et donc vous voyez déjà une belle diversification au niveau des familles de produits vendus par ce magasin. Par cette société plus précisément. Il est à noter que 92,5% du chiffre d'affaires est réalisé du côté des États-Unis, donc comme on l'a vu au niveau de la répartition géographique, c'est quand même moins réparti, c'est très orienté États-Unis, Canada, Mexique. Néanmoins, cette société, ça fait très longtemps qu'elle est en place, bien diversifiée au niveau des produits, c'est une énorme capitalisation boursière du côté des États-Unis, avec une diversification tout de même du côté de l'Amérique du Nord et centrale, et donc on va mettre du vert côté business. La capitalisation boursière, elle s'élève ici à 306,374 billions, donc milliards de dollars. Nous sommes en dollars, nous sommes du côté des États-Unis. C'est une énorme capitalisation boursière du côté du S&P 500, et c'est donc du vert pour le cours de bourse. Le résultat net, son évolution, le net income, en orange sur le graphique ci-dessus plutôt même. Nous prenons les 5 dernières années, donc nous prenons à partir de 2017 ici, et le total revenu c'est le chiffre d'affaires, et nous focalisons principalement sur le résultat net, et vous voyez que c'est
strictement en augmentation année après année. On passe de 8,63 milliards de dollars en 2017 pour aller vers du 16,43 milliards en 2021 et tout ça sans discontinuer. C'est donc un critère complètement en vert. Et si on regarde pour la suite, pour les estimations, donc là on a les estimations orange sur le graphique et ce qui est vraiment reporté, donc les vrais chiffres reportés sont en bleu. Et là c'est un bénéfice par action et on voit que normalement, eh bien, selon les estimations en tout cas, on devrait continuer cette pente complètement verte. Et c'est la même chose du côté du chiffre d'affaires, où vous voyez donc les estimations en violet, le reporté en bleu, donc les vrais chiffres en bleu, et là aussi une croissance totale. Donc normalement, ce critère en vert devrait se poursuivre avec cette tendance en vert. Le cours de bourse, eh bien lui, il suit la même tendance, il est très haussier, il est complètement affiché en vert. C'est 97,71% d'hausse sur les 5 dernières années, donc c'est très haussier. Et si on regarde par rapport au 23 août 2019, eh bien là nous avons encore 37,08% de hausse sur les 3 dernières années. Là aussi, c'est un critère complètement en vert. Le PE, le rapport cours sur bénéfice, le PER, est affiché ici à 19,04. Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, c'est notre zone moyenne, malgré tout intéressante, qui peut être intéressante, et que nous mettons en jaune. Passons côté dividende et l'évolution du dividende sur le graphique ici, eh bien là aussi, c'est complètement haussier. On se focalise nous sur les 5 dernières années, c'est là où c'est encore plus haussier qu'avant, puisqu'on voit que la pente augmente au fur et à mesure, et bien du coup, c'est un critère complètement en vert. Le rendement du dividende est affiché ici à 2,55%. C'est donc un rendement du dividende qui est très intéressant, qui se situe un peu inférieur à 3%, mais dans la zone qui va de 2 à 3%, et c'est donc notre zone en vert clair. Associé à ce dividende, le ratio de paiement, la ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, vous pouvez trouver tous ces noms-là. Nous focalisons toujours sur les 5 dernières années, et là on voit des chiffres qui sont tous inférieurs à 60, on peut les afficher sur le graphique, et vous voyez que ça reste très stable dans le ratio de distribution, donc ça doit être une politique de l'entreprise, et ce ratio de distribution, eh bien tous les chiffres sont inférieurs à 60%, et ils sont donc tous dans la zone verte, et nous terminons donc avec ce dernier critère en vert. La deuxième société états-unienne, il s'agit de Bank of America. C'est donc une banque américaine. En 2021, c'est la deuxième plus grande banque américaine en termes de dépôts après JP Morgan Chase, avec 1900 milliards de dollars d'encours. Le siège social du groupe, il est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, depuis sa fusion-absorption avec Nations Bank en 1998, mais sinon la date de création de Bank of America est bien plus ancienne, 1929. Vous voyez que d'après le Forbes Global 2000 de 2017, c'est la 7e entreprise mondiale. Cette 7e entreprise mondiale, ses effectifs, eh bien c'est en 2017, ils étaient de 208 000 personnes. Allons voir un peu plus en détail, mais on va retrouver globalement les activités d'une bancaire pour ce grand groupe bancaire organisé sur 5 pôles d'activité. Tout d'abord, la banque commerciale pour plus de la moitié du produit net bancaire. La banque d'affaires et d'investissement représente 19,6% du produit net bancaire, puisque c'est pas en chiffre d'affaires pour les bancaires, c'est en produit net bancaire. La gestion de fortune et gestion d'actifs représentent 13,1% de ce produit net bancaire. La banque de marché, 9,3%. Et il reste quelques autres dans le 5e pôle pour 0,5%. À fin 2021, ce groupe bancaire, il gère 2064,4 milliards de dollars d'encours de dépôt et 966,7 milliards de dollars d'encours de crédit. Ce sont des chiffres très importants. Cette banque, comme beaucoup de banques, eh bien, vous voyez qu'elle est bien diversifiée au niveau de ses activités bancaires. C'est une société qui date d'il y a très longtemps, bientôt un siècle, et du coup, qui est aussi mis comme la 7e entreprise mondiale, donc pas de souci côté business, nous pouvons mettre du vert. Vous pouvez bien sûr aller voir, mais vous allez retrouver toutes les activités, on va dire entre guillemets classiques d'une bancaire sur leur site internet. La capitalisation boursière. La capitalisation boursière est indiquée ici à 273,439 billions, donc milliards de dollars. C'est donc une énorme capitalisation boursière du S&P 500, c'est donc du vert pour ce critère.
Passons côté résultat net, le net income en orange, le résultat net et le chiffre d'affaires, le total revenue en bleu sur le graphique ici. On se concentre sur les 5 dernières années. Globalement, c'est haussier puisqu'on passe d'un résultat net de 18,23 milliards de dollars à un résultat net de 31,98 milliards de dollars et en plus au milieu nous étions vraiment entre les deux à 27,43 milliards de dollars. Donc globalement c'est croissant, mais c'est pas complètement croissant puisque vous voyez que par exemple en 2020 ça a baissé. Donc c'est moins net au niveau de la croissance par rapport à l'entreprise que nous avons vu juste avant, The Home Depot. Et on voit c'est pareil au niveau du chiffre d'affaires où il y a une baisse de chiffre d'affaires en 2020 et même si en 2021 le résultat net s'est bien repris, pas le chiffre d'affaires c'est beaucoup moins net. C'est donc un critère qui est quand même haussier, mais pas complètement haussier, et c'est donc un critère que nous mettons en vert clair. Pour compléter sur ce critère, si nous allons ici sur le bénéfice par action, eh bien vous voyez les estimations orange, le reporté en bleu, et les estimations pour le 2022, eh bien vous voyez c'est une petite baisse par rapport à 2021. Au niveau du bénéfice par action cette fois-ci, c'est pas le bénéfice total, et une augmentation ensuite. Donc en tout cas c'est moins net et ça correspond un peu à cette période en vert clair. Côté chiffre d'affaires, là c'est un peu plus haussier, c'est plus haussier quand même, donc du coup moins de petites alertes là-dessus. Donc ce critère en vert clair, eh bien il pourrait rester en vert clair, voire devenir plus vert si effectivement les estimations ici du bénéfice par action continuent dans ce sens. Le cours de bourse, eh bien, il s'affiche en vert et donc il est haussier. Il est quand même moins haussier que pour l'entreprise précédente, mais c'est tout de même 41,26% de hausse sur 5 ans, c'est donc bien plus que 5% par an. Et sur 3 ans, eh bien, nous avons encore 28,56% de hausse, là aussi c'est plus de 5% par an, et donc c'est quand même un cours qui est bien haussier, et c'est donc un critère que nous mettons en vert. Le PE, le PER, le rapport cours sur bénéfice, s'affiche ici à 10,98. C'est donc un rapport PE qui se trouve dans la zone entre 10 et 17. C'est notre zone d'indice de cherté qui est très intéressante, c'est la zone que nous mettons en vert clair. Et il est donc moins cher cette fois-ci que la première entreprise vue. Passons côté dividendes, et vous voyez côté dividendes qu'il y a eu l'espèce de crash de 2008, où les dividendes ont mis bien longtemps à se reprendre, mais nous nous concentrons sur les dernières années, et depuis, eh bien, c'est très en augmentation, année après année, on passe de 0,54 $ par action à 0,88 $ par action, et c'est donc haussier et un critère en vert. Le rendement du dividende, il est affiché ici à 2,59%. Là, il se situe exactement dans la même zone que pour The Home Depot. C'est la zone très intéressante qui va entre 2% et 3% de dividende. C'est la zone que nous mettons en vert clair. Associé à cette zone, eh bien, voyons le ratio de paiement, le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, vous trouverez tous ces noms-là. Nous regardons sur les 5 dernières années, c'est ça qui nous intéresse, on peut l'afficher, là aussi c'est un peu comme pour The Home Depot, ça reste à peu près stable, et nous voyons que les chiffres sont tous là encore plus inférieurs à 60% que pour la première société, et donc du coup, eh bien ça confirme là aussi. Pour la dernière entreprise, eh bien nous partons sur une dividende aristocrate, puisqu'il s'agit de PepsiCo, anciennement appelée Pepsi Cola Company. C'est une multinationale américaine spécialisée dans le secteur agroalimentaire. Elle est particulièrement connue pour ses boissons, dont le Pepsi Cola et ses produits snacks. Ce sont les deux grosses familles de produits, les boissons et les snacks. L'un de ses éternels concurrents est bien sûr The Coca-Cola Company. En 2012, alors ça date un peu, mais ça vous donne quand même des idées, PepsiCo c'était la deuxième entreprise agroalimentaire du monde. La première entreprise agroalimentaire du côté de l'Amérique du Nord par son chiffre d'affaires avec 65,5 milliards de dollars, et la cinquième par le bénéfice net avec 6,46 milliards de dollars. Tout ça après Nestlé, donc US et Canada, Coca-Cola, Anheuser-Busch InBev et Sunkist Growers. En 2010, là aussi ça date, mais ça vous donne une idée, 285 000 personnes étaient employées chez PepsiCo. Et aujourd'hui, plus récemment, en 2018, puisque les chiffres datent de 2018, c'est descendu un tout petit peu à 267 000 personnes environ.
Si on regarde dans les détails, alors les détails on va pas faire exactement, hein, mais c'est surtout les boissons sans alcool et snacks, et par le chiffre d'affaires par zone d'activité, il se répartit comme suit. On trouve près de 60% du côté de l'Amérique du Nord, hein. Après vous retrouvez la vente de boissons à 53%, les snacks à 41%, et même les céréales, hein, du côté de l'Amérique, et vous avez tout le détail de toutes les marques. En Europe, ça représente 16,4% du chiffre d'affaires, la vente de snacks et de boissons, avec toutes les marques aussi. En Amérique latine, c'est 10,2%, toujours pareil, les marques de snacks et les marques de boissons qui sont indiquées, tous les détails. Au niveau de l'Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud, c'est 7,7%, toujours la même chose, vente de snacks, puis vente de boissons qui sont indiquées. Asie, Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande représentent 5,8%, toujours la même chose, vente de snacks, vente de boissons, et ici ils mettent de sirop. La seule particularité, c'est donc un peu les céréales du côté de l'Amérique du Nord. Vous retrouvez du coup la répartition globale de tout ça, et vous voyez qu'il y a 21,1% qui est même en autre. Tout cela fait une bonne diversification des marques, des différents produits, avec deux grandes familles de produits, une grosse diversification géographique pour une société qui est en place depuis bien longtemps, puisque vous voyez que la date de création c'est 1965, hein, avec la fusion de Pepsi Cola Company et Frito-Lay. Et donc du coup, tout ça, vous pouvez aller voir bien sûr toutes les marques, etc., retrouver tout sur leur site internet, tous leurs produits. Et c'est tout ça pour dire qu'il n'y a aucun problème à mettre du vert côté business. La capitalisation boursière, elle s'élève à 241,57 billions, donc milliards de dollars. C'est donc là aussi une énorme capitalisation boursière du S&P 500, et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net en orange sur le graphique ici, le chiffre d'affaires en bleu, leur évolution, ensuite surtout le résultat net, le net income sur les 5 dernières années, et là l'évolution, eh bien, elle est plutôt positive puisqu'on passe de 4,86 billions milliards à 7,62, et en intermédiaire nous étions à 7,31. Donc là aussi c'est haussier, mais pas complètement haussier. Vous voyez qu'il y a la grosse année 2018 avant que ça retombe un peu, 2020 est même inférieur à 2019, donc c'est haussier globalement, mais seulement globalement, et c'est donc un critère en vert clair. Si on regarde en plus par la suite, le bénéfice par action, et bien là par contre ça va normalement aller plus du vert du haussier, hein, puisque le orange ce sont les estimations, le bénéfice par action, le bleu c'est ce qui a été reporté dans les années précédentes, mais on voit que les estimations sont normalement à la hausse, donc ce vert clair devrait au moins rester vert clair, voire passer vert. Et le chiffre d'affaires avec les estimations en violet et ce qui a été reporté en bleu ici, dit à peu près la même chose, plutôt haussier sur les années à venir. En tout cas, ce sont les estimations. Le cours de bourse, eh bien lui, il est en vert et il est haussier. 51,10% de hausse sur 5 ans, c'est bien plus de 5% par an, et c'est donc, bien sûr, en vert pour cette période. Et si nous partons du 23 août sur 3 ans, ça fait là encore 34,37% de hausse, et donc c'est ce qu'on voyait à l'œil nu, hein, sur 5 ans. Et sur 3 ans, c'est haussier, plus de 5% par an de hausse, et c'est donc un critère en vert. Le PE, le PER ou rapport cours sur bénéfice, il s'affiche ici à 26,98. C'est donc le plus élevé parmi les 3 entreprises que nous avons vues aujourd'hui. C'est un PER qui se situe dans la zone qui va de 25 à 35, c'est la zone élevée de PER, c'est la zone que nous mettons, mais pas très élevée, hein, nous la mettons donc en orange. Passons côté dividende, et là côté dividende c'est une dividende aristocrate, donc vous voyez c'est sans appel, les dividendes augmentent année après année, nous on se concentre sur les 5 dernières années, mais elle n'est pas sortie des dividendes aristocrates, donc c'est toujours haussier, et c'est donc un critère en vert. Le rendement du dividende, il s'affiche ici à 2,63%, et bien c'est là aussi un rendement du dividende qui est exactement dans la même zone que pour les deux autres sociétés vues aujourd'hui du côté des États-Unis, un rendement qui se situe entre 2 et 3%, notre zone très élevée et très intéressante de rendement que nous mettons en vert clair pour ce critère. Et associé à ce dividende, le ratio de paiement qui est affiché, qui est indiqué ici, que nous pouvons afficher,
On voit qu'il y a eu juste quand on se concentre sur les 5 dernières années, il y a eu un chiffre très élevé ici, puisqu'on était dans la zone rouge en 2017. En 2018, là, on était dans la zone verte à moins de 60%. Et sinon, pour les autres, ils sont tous situés entre 70 et 80% de ratio de distribution sur le résultat net. C'est la zone très neutre que nous mettrons, très moyenne, que nous mettons en jaune. Et donc, ça nous fait du jaune, un vert, un rouge. Donc, du coup, tout ça, c'est très moyen, c'est très neutre. En tout cas, pas de gros soucis à se faire. C'est une entreprise qui est déjà bien en place depuis bien longtemps, comme beaucoup pour les dividendes aristocrates. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est géré. Mais néanmoins, nous mettons le critère selon exactement justement les règles que nous nous sommes fixées. Voici donc le bilan pour ces 3 entreprises éligibles sur le compte titre ordinaire, le CTO, qui sont dans l'indice S&P 500. Tout d'abord, à gauche, The Home Depot, et là, eh bien, il y a un seul des 5 critères essentiels qui apparaît en jaune, tous les autres sont complètement en vert, et même en jaune, ce n'est rien de catastrophique, il est même plutôt dans la zone basse de cette zone jaune du PER, et donc c'est quelque chose qui est un dossier qui apparaît plutôt positif. Et ce n'est pas la partie dividende que vous voyez en vert et en vert clair qui va remettre quoi que ce soit en question. La santé financière de l'entreprise est préservée avec des dividendes plutôt en augmentation et plutôt intéressants, plutôt assez élevés. Du coup, un dossier qui apparaît plutôt positif. Du côté Bank of America, eh bien là aussi ça apparaît complètement positif même, puisque tout est en vert ou en vert clair. À noter néanmoins le chiffre d'affaires qui diminue un peu, donc c'est quand même vous voyez des résultats nets et des chiffres d'affaires, c'est pour ça que je vous mets les chiffres d'évolution sur 5 ans qui sont quand même en deçà pour The Home Depot, et donc il y a une tendance plutôt en vert clair, et cela se ressent souvent sur les cours de bourse, comme vous pouvez le voir, c'est quand même la moitié moins que pour The Home Depot Company, ou pour The Home Depot tout court. Le PER, lui, il est plus faible pour Bank of America, et par contre, côté dividende, eh bien là, il y a encore moins à craindre que pour The Home Depot, et donc du coup, un dossier positif dans sa globalité. Et pour PepsiCo, notre dividende aristocrate, eh bien là aussi, un seul des 5 critères essentiels apparaît, mais cette fois-ci en orange, et là c'est un peu plus acheté, on va dire un peu plus cher au niveau du prix de l'action par rapport à son bénéfice. Les gens ont tendance à plus en mettre, c'est bien possible pour des dividendes aristocrates, il n'y a rien de très inquiétant là-dessus, c'est pas non plus dans une zone extrêmement élevée. Néanmoins, eh bien, là c'est un peu pareil que pour Bank of America, au niveau du résultat net et du chiffre d'affaires, c'est quand même un peu en deçà de The Home Depot, en tout cas sur les 5 dernières années. Du côté des dividendes, eh bien là, c'est une société bien plus en place et dont la politique a l'air d'être autour davantage des 75% de ratio de distribution, et donc un critère apparaît en jaune. Il est un peu à surveiller, mais pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant pour cette grande compagnie, même si elle grossit quand même de moins en moins, ce qui est souvent le cas pour une dividende aristocrate. Voilà pour notre beau tableau avec 3 belles entreprises pour aujourd'hui, pas mal de vert dans ce tableau, même beaucoup de vert. Je vous laisse ici, je vous souhaite de très bonnes fins de vacances si vous êtes toujours en vacances, bon courage pour la rentrée si vous êtes rentré. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.